Alors, on a vu ces images de Bruxelles. Les 28 Européens réfléchissent à la délicate succession de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, laquelle oppose le président Emmanuel Macron, on l'a vu, à la chancelière Angela Merkel, qui elle-même a son candidat, Manfred Weber. Margrethe Vestager, qu'on vient de voir là à l'écran, la commissaire à la concurrence, apparaît ou apparaissait comme la candidate qui avait les faveurs de la France. Ça reste vrai, Jean-Baptiste Lemoyne, aujourd'hui. Et comment sortir de ce bras de fer avec les Allemands ? Alors, je vais vous dire, on n'est pas du tout dans les histoires de non. Pour l'instant, le président de la République, compte tenu de la recomposition politique que les Européens ont actée, parce qu'il y a un fait majeur, un enseignement de ces élections de dimanche, c'est d'une part une très forte participation à l'échelle du continent européen et en France, très forte participation des jeunes, et surtout, on a mis fin au duopole entre les socialistes européens et les conservateurs européens qui se partageaient les postes depuis 20 ans. C'était passe-moi le sel, je passe le poivre. Et donc, maintenant, avec En Marche, nous sommes dans la force centrale qui est indispensable pour pouvoir avoir une majorité au Parlement européen. Et ça veut dire que sur cette base-là, nous, ce qu'on veut, c'est d'abord bâtir un projet et derrière, on met en place l'équipe qui va servir ce projet. Ça ne fait pas un peu désordre, ce duel franco-allemand sur les noms, justement, dont on parle là, dès la fin de l'élection européenne, c'est parti. Mais vous savez, il n'y a pas de duel franco-allemand. Il y avait une différence de conception, d'ailleurs, entre ceux qui souhaitaient qu'on désigne uniquement parmi ce qu'on appelle les Spitzencandidats, c'est-à-dire des candidats désignés par les partis européens, et ceux qui souhaitent qu'on puisse regarder de façon plus large. Et c'est le cas d'En Marche. Parce que si on est cohérent, si on choisit dans les Spitzencandidats, il aurait fallu qu'on ait des listes européennes transnationales, qu'il y ait un véritable débat à l'échelle du continent européen, et que j'ai pas le sentiment, moi, que les citoyens de Lyon, ils aient choisi ou pour Manfred Weber ou pour M. Timmermans en mettant un bulletin de vote dimanche dans l'urne. Emmanuel Macron avait dit que son ambition, c'était d'être une sorte de leader européen, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le choix de la France. Est-ce que c'est lui qui va, à votre avis, quand même peser sur la distribution des postes clés ? Je vais vous dire, nous avons réussi à être la délégation nationale la plus nombreuse dans le groupe qui va être le groupe central. Et ce groupe central, sans lui, rien ne peut se faire et se décider. Et donc, par conséquent, nous avons réussi ce pari d'être au cœur de l'Europe pour y travailler à sa renaissance. Et quelle lecture nationale vous faites de ces résultats ? Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron a, au niveau français, limité la casse ? Au niveau national, ces résultats, ils confirment totalement le vote de 2017. C'est-à-dire que, très clairement, En Marche, ses partenaires, le MoDem, eh bien, sont un pôle central autour duquel se structure la vie politique. Et en face de nous, eh bien, il y a les nationalistes du Rassemblement national. Et très clairement, moi, je le dis, j'étais le premier parlementaire à rejoindre Emmanuel Macron dès avant le premier tour. Je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, un très grand nombre d'électeurs anciennement qui votaient républicains ont porté leur suffrage sur La République En Marche. Et ce que je dis, c'est que nous devons continuer à être attractifs à la fois pour d'anciens républicains et puis pour d'anciens centristes, pour d'anciens socialistes, d'anciens verts, parce que c'est autour de nous que ça s'organise. Dans ce duel installé par Emmanuel Macron avec Marine Le Pen, il avait quand même fait de la première place une forme d'obligation. Et finalement, bon, c'est raté de peu, ok, mais bien sûr, c'est quand même raté. Mais ayons l'humilité de reconnaître que on aurait souhaité virer en tête. C'est pas le cas. Et donc, quelque part, bien, à nous aussi, d'élargir encore notre socle, d'élargir cette majorité. Et je crois qu'il faut y travailler dans les toutes prochaines semaines. Je me réjouis d'ailleurs que Agir, par exemple, avec Franck Riester, ait lancé un appel aux élus locaux issus de la droite. Très clairement, aujourd'hui, il y a ce momentum pour structurer cette grande famille des progressistes, d'où qu'ils soient issus. Pour vous, les Républicains sont morts ? En tous les cas, moi j'ai un souvenir très précis de la fondation de l'UMP. C'était en 2002. C'était à l'époque une fédération justement de libéraux, de centristes, de gaullistes, de souverainistes. Aujourd'hui, les Républicains, c'est plus une union, c'est plus un mouvement.
et c'est plus populaire. Donc, très clairement, je crois qu'un certain nombre d'électeurs républicains doivent en tirer les conséquences. Et s'ils veulent faire en sorte que les valeurs de mérite, de travail soient toujours sur le haut du podium, c'est autour de la majorité que ça se fait. Il y a un nom qui revient assez souvent, c'est Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Est-ce qu'il peut être un recours, finalement, pour votre ancienne famille politique ? Vous savez, moi je considère que le recours pour notre ancienne famille politique, c'est tout simplement aussi d'avoir la lucidité, de considérer que après que la vie politique se soit structurée autour de l'UMP pendant une douzaine d'années, aujourd'hui ce n'est plus ça. Qu'aujourd'hui elle se structure autour d'En Marche, autour de cette majorité, et que les gens issus de la droite y ont toute leur place, et que véritablement il faut aussi faire un aggiornamento intellectuel. C'est pas parce que les Républicains sont en voie peut-être de disparition, eh bien en même temps, il y a dans votre que les électeurs ne peuvent pas se retrouver dans des valeurs. Dans votre majorité, il y en a qui attendent au contraire un rééquilibrage à gauche. Mais c'est pas incompatible. Moi, je pense qu'il faut continuer à élargir des deux côtés. Alors, il faut parce que nous sommes avec capables. Les écologistes, oui. Vous qui arrivez, qui êtes un transfuge de la droite. Mais bien sûr. Mais je vais vous dire. Nous travaillons avec des écologistes au sein du gouvernement. François de Rugy est issu de l'écologie. Il y a des ministres dans votre gouvernement qui veulent former une sorte d'Agir. Alors Agir, c'est le parti constructif de droite, les Macron compatibles, mais de gauche. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Quel que soit... Moi, je ne suis pas là pour parler de tuyauterie. Ce qui est important, c'est se reconnaître dans la dynamique. Et la dynamique, c'est qu'Emmanuel Macron, il a souhaité que des gens issus de tous horizons puissent se mettre autour de la table, comme on l'est aujourd'hui, et prendre des décisions fondées tout simplement sur le bon sens, sur le fait d'améliorer la vie quotidienne des Français. Et en matière d'écologie, je vais vous donner un exemple. Lorsque Nicolas Hulot était au gouvernement, et nous l'avons poursuivi après, eh bien, c'est vrai qu'il y a 3 ou 4 ans, dans un débat, on se serait opposé. Le président de la République, ce qui est très fécond comme méthode, c'est qu'il nous incite à dépasser nos différences et à trouver justement des solutions qui permettent de concilier les attentes des uns et des autres. C'est le cas en matière, par exemple, de politique commerciale. Les traités de libre-échange, nous, on ne veut plus que ce soit comme avant. Et par exemple, quand il y a eu un accord avec le Canada, on a voulu une ambition climatique forte. Si l'Union européenne veut progresser sur le Mercosur, nous disons attention, il y a un certain nombre de garanties pour le climat, pour lutter contre la déforestation, pour protéger nos agriculteurs, les filières bovines, etc. Encore une fois, on veut changer véritablement un certain nombre de politiques européennes. Ce qui suppose quand même d'avoir un accord à 28 ou bientôt 27. Enfin, c'est pas, sur ces questions de politique commerciale, ça n'a rien d'évident. Mais moi, j'étais lundi en Conseil des ministres du Commerce à Bruxelles. J'étais le premier à porter très fort au nom de la France cette ambition climatique dans le commerce international. Et je suis heureux de voir que les choses évoluent, que d'autres ministres, je pense à la Suède, je pense aux Pays-Bas, qui sont pourtant des pays traditionnellement très libre-échangistes, nous ont rejoints sur cette ambition climatique, environnementale et de protection. Quelles conséquences va avoir la recomposition en cours actuellement sur les municipales? Il y a beaucoup de maires sortants qui viennent des Républicains. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous leur proposez? Et à votre avis, à quoi vont ressembler les périmètres des listes l'an prochain? Par définition, les municipales, ce sont des réalités locales qui sont très différentes. Et je crois que il peut vraisemblablement y avoir une sorte de charte du progressisme municipal qui dit qu'en matière de lutte contre les inégalités, en matière d'accès à un certain nombre de services, on est d'accord. Après, il faut aussi tout simplement faire du sur-mesure. Il y a des villes dans lesquelles la majorité, très clairement, doit être candidate sous ses propres couleurs. Et puis, il y a certaines communes où peut-être le maître sortant n'a pas démérité, souhaite lui-même bâtir... C'est ça votre stratégie, hein? Oui, je pense que de toute façon, il y a 35 000 communes en France, et ces 35 000 communes, elles répondent à 35 000 réalités différentes. Dans une ville comme Nice, Christian Estrosi finalement a soutenu Xavier Bellamy. Il peut y avoir un accord au municipal? Je crois que les élections européennes étaient un moment important pour justement celles et ceux qui souhaitent se rapprocher de la majorité. Je regrette qu'un certain nombre n'ait pas pris plus clairement position. Philippe Sorel à Montpellier a eu le courage de dire, lui, qu'il appelait à voter pour la liste Renaissance. Je crois qu'il y a des moments où
quand on est à la croisée des chemins, et c'était le cas de l'élection européenne, entre ceux qui voulaient la détruire et ceux qui veulent la faire renaître, eh bien, de choisir son camp.